Ok. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour la dernière étape de notre conférence du cycle Climat et Municipal. On est ravis de vous accueillir si nombreux à la Climate House une fois de plus. Il y en a pour qui c'est la première fois ici? Quelques-uns. Ok. Bienvenue à la maison, comme on dit. Ici, on s'est réunis il y a un peu plus d'un an maintenant avec 170 entrepreneurs qui sont cofondateurs du projet, en se disant, on a tous monté une boîte et on est persuadé que les enjeux climatiques, c'est des enjeux essentiels aujourd'hui à la compréhension de notre économie. Et donc l'idée de ce lieu, c'est de réunir un écosystème pour réconcilier les sujets d'économie et d'écologie. Et donc on fait plein de choses pour ça, il y a beaucoup de projets qui émanent de la Climate House, il y a beaucoup de rencontres, on tisse des liens, et aussi forcément on questionne toute la société sur le sujet du climat en comprenant quelle est la façon dont chacun d'entre nous peut impacter et réconcilier nos enjeux économiques à nos enjeux écologiques. Donc on est ravis aujourd'hui d'accueillir Madame Rachida Dati pour cette dernière version de notre cycle de conférence. Il y a eu 4 candidats qui sont venus nous présenter leur programme. Et là, l'idée, c'est de tous ensemble de venir d'abord vous écouter, et puis ensuite d'avoir des questions de certains représentants de l'écosystème Climate House. Donc je laisse Thibaut peut-être qui a l'idée initiée et l'idée du main de maître avec le groupe de travail, tous ces différents ateliers. Et donc, il va vous donner un peu plus d'infos sur ce qui se passe ce soir. Et moi, je ne me suis pas présentée, mais je suis Lucie Bache, entrepreneur aussi à impact, beaucoup sur les sujets du gaspillage, avec Too Good To Go, avec Poppins aujourd'hui. Et j'ai l'honneur d'être la présidente de la Climate House, donc je suis ravie de pouvoir accueillir cet événement ce soir. Bonjour à tous, donc Thibaut Grudler, effectivement, j'ai l'honneur d'être à l'initiative de ce groupe de travail qui depuis 4 mois a multiplié les rendez-vous, les groupes de travail, donc c'est qu'à le dire, mais surtout la réflexion autour de ces élections municipales. On a reçu effectivement donc Emmanuel Grégoire le 29 octobre dernier, Pierre-Yves Bournazel le 17 novembre, nous avons reçu également Sophia Chikirou début février, et nous avons donc l'honneur de conclure et de clôturer ce cycle avec Madame Rachida Dati. Donc merci encore d'être venu et de vous prêter au jeu. Pour ceux qui sont déjà venus au dernier cycle, vous savez qu'on a organisé cette conférence autour de 3 temps. Un premier temps où Madame Dati vous répondrez aux questions de notre journaliste maison Alexandre Kouchner, qui est ici présent. Un second temps où depuis maintenant quelques semaines, nous avons récolté des questions au sein de la communauté et des porte-paroles du groupe de travail vont venir vous poser des questions sur des thématiques précises qui sont en lien avec l'économie et l'écologie. Et puis un dernier temps où les personnes de la salle pourront vous interpeller. Alors je sais qu'on est aussi tenu par le temps parce que ça c'est un engagement qu'on a, donc voilà, on fera au mieux et le plus rapidement possible pour qu'en tout cas le maximum de questions puissent être posées. J'en profite pour dire aussi que vous avez certainement vu passer des feuilles avec un QR code qui donne accès à un Slido. Ce Slido, ça va vous permettre de poser des questions en direct. Alors on a quand même une modération, donc on essaie d'en faire passer le maximum, mais qu'on pourra poser comme ça continuellement au cours de la soirée. Donc voilà pour les aspects techniques. Maintenant je vous propose qu'on attaque cette soirée. Comme vous le savez, pour la plupart, on aime travailler dans la bonne humeur à la Climate House. Donc on ouvre toujours nos réunions et nous avons la chance d'avoir la formidable Adèle Barbers, que je vous demande d'applaudir. Et je vous souhaite à tous. Bonsoir à tous, Madame Dati, bonsoir. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous consacré au municipal. Avant de démarrer, je dois revenir brièvement sur ce qui s'est passé la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous explique. Une candidate qu'on ne citera pas, mais qui n'était pas Sarah Knafo, n'a pas tellement aimé son portrait, et il a fait savoir de façon un peu cavalière. Donc, rien de personnel, Madame Dati, mais j'ai décidé d'embaucher un garde du corps. C'est mon Kevin Costner à moi, en fait, c'est juste ça. Voilà. Attention, il est aussi spécialisé dans les coupures de parole d'humoriste. Et dans le métier, je crois que vous êtes identifié comme une interruptrice compulsive. Je pense à Alex Vizorek, qui dernièrement sur RTL, face à vous, n'a pas pu terminer une phrase. Alex.
Maintenant que vous n'êtes plus ministre de la Culture, vous ne pouvez plus me radier de l'intermittence. Donc je me sens beaucoup plus libre de dire tout ce que je veux. Et je ne vais pas me priver. Alors Madame Dati, vous êtes formidable. La meilleure ministre de la Culture depuis Malraux. Je vous appelle même la Beyoncé de la rue de Valois. Je suis libre, mais je n'ai pas le budget pour aller au tribunal. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et Madame Dati, elle a peut-être la plainte en diffamation un peu facile parfois, donc bon, je reste prudente. Non, vraiment, je vous propose, ça dure que 5 minutes, et après, vous aurez 1h30 pour voilà, vous exprimer. Donc, je sais pas comment on dit, sit back and relax. Qui est Rachida Dati? Alors, de présenter Rachida Dati en 3 minutes, c'est impossible, parce que Rachida Dati, c'est l'inverse de Pierre-Yves Bournazel. Tout le monde la connaît, en fait. Hein, c'est 30 ans de vie politique, un CV long comme le bras, et surtout une galaxie de personnalités qui impulsent son parcours. Hein, Albin Chalandon, Simone Veil, Jean-Luc Lagardère, Jacques Attali, Nicolas Sarkozy, Carlos Ghosn. Finalement, comme dirait le célèbre poète égyptien Otis, si je devais résumer sa vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui lui ont tendu la main, et d'ailleurs, elle dit « Merci la vie », elle chante la vie, elle danse la vie, elle n'est qu'amour. Bon, on n'est pas là pour parler de ça ce soir, mais on est là pour parler des municipales. Rachida Dati est la candidate du Parti Les Républicains à la mairie de Paris, alors tout en ayant été ministre d'Emmanuel Macron, alors que le parti d'Emmanuel Macron soutient Pierre-Yves Bournazel, qui lui n'était pas au gouvernement, mais qui a travaillé pour Rachida Dati comme conseiller en communication à l'époque où elle était ministre de la Justice dans un gouvernement Les Républicains qui s'appelait alors UMP. Ouais, c'est limpide pour les électeurs. Aujourd'hui, Rachida Dati vise Paris dans sa totalité après avoir été maire du 7e arrondissement pendant 18 ans. Alors moi, je m'inquiète un peu parce que je ne sais pas si le 7e arrondissement, ça prépare vraiment au reste de Paris. Le 7e arrondissement, c'est un arrondissement particulier, vous savez mieux que moi, 47 000 habitants, comme Chalon-sur-Saône, c'est la ville d'enfance, mais pas la même ambiance. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a beaucoup de vieux, mais ils ne portent pas le même genre de mocassin. Le 7e, c'est la ville où les riches sont les plus riches de France, et c'est aussi l'arrondissement qui loge le moins de pauvres. 2,3% d'HLM contre 23% pour la moyenne parisienne. Dans le 7e, Paris est une fête, mais l'entrée est à 20 000 € du mètre carré. Après, c'est vrai que c'est pas facile par ailleurs d'augmenter le logement social quand votre foncier c'est des ambassades, des ministères et la Tour Eiffel. Mais bon, en principe, impossible n'est pas Rachida Dati. D'ailleurs, je reviens sur son programme parce que j'ai regardé la partie sur l'écologie. Et vu qu'on est ici à la Mecque du greenwashing, de la croissance verte, franchement, elle y va fort, quoi. Elle veut planter plus d'arbres qu'Anne Hidalgo, genre, comme si c'était possible, c'est pas un concours. Hein. Elle veut mettre des pavés filtrants et elle veut également végétaliser la place de la République. Mais j'ai envie de dire, Marine Tondelier, sortez de ce corps! Elle veut aussi rendre Paris aux Parisiens, notamment en arrêtant les travaux et en élargissant les trottoirs. Elle veut élargir les trottoirs sans travaux? Ok. Bon, franchement, il est pas mal, ce programme écolo. J'espère qu'elle va arriver à le faire avant son procès le 16 septembre, on croise les doigts. Je ne pouvais pas terminer ce portrait sans rappeler que Rachida Dati est très connue pour sa verve et ses sorties punchées. Avant de se quitter, je voulais vous proposer un petit jeu, le jeu du qui a dit. Alors, le principe est simple, je vous donne une citation et vous me dites qui l'a dit. Madame Dati, vous ne pouvez pas jouer. Qui a dit tu veux que je t'en colle une? Rambo, François Bayrou ou Rachida Dati? Pas de rire. Non, il l'a fait, lui. Qui a dit, deuxième question, si tu fais ça, ton chien, je vais le transformer en kebab? Philippe Etchebest, Benoît Hamon ou Rachida Dati? Vous n'avez pas la réponse? Personne ne veut participer. Oui, gagné. Et enfin, qui a dit je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule? Chuck Norris. Il est trop fort, il est allé beaucoup plus vite, il y avait un piège, c'était Chuck Norris. Mais si vous voulez la prendre, je vous l'offre, Madame Dati. On arrive à la fin de cette introduction, je vais quitter la scène et vous allez être appelés sur scène. Et c'est le moment où, si je peux vous donner un tout petit conseil, évitez toute référence à des menaces physiques ou des méthodes d'assassinat de groupes armés. Voilà, merci à tous. Très bonne intervention. À la base, Adé est mon amie. Et donc, normalement, elle doit m'aider à faire mon job ce soir. Néanmoins, nous allons passer à la partie d'après. Je vous demande d'accueillir pour cet tout dernier rendez-vous
climat et municipal, d'accueillir la maire du 7e arrondissement, ex-ministre de la Justice et de la Culture, candidate Les Républicains, soutenue par le MoDem et l'UDI, Madame Rachida Dati. Bonsoir Madame la Ministre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Vous aviez une autre invitation, celle d'un débat. Vous avez préféré être avec nous. Merci. Ça nous semble plutôt sympathique. Nous sommes à 11 jours du tout premier tour. Nous sommes donc dans le Money Time. Je vous propose donc un petit échauffement avant de rentrer dans un interview plus thématique dédiée à l'écologie. Cet échauffement est extrêmement simple. Je vous pose des questions, je vous demande d'y répondre par oui ou par non. Juste oui ou non. Vous allez voir, c'est assez simple. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Voilà. Sachez que vous venez de faire mieux que 75% des candidats qui sont passés ici avant vous. Pour travailler, est-ce que vous préférez vraiment le bureau du maire de Paris à un desk à la Climate House? Le bureau du maire de Paris sera Climate House. D'accord. Je vous rappelle, hein, le principe... Non mais c'était la première, ça compte pas forcément. Seriez-vous prête à créer un conseil des entrepreneurs parisiens? Oui. C'est dans mon programme, vous ne l'avez pas lu? Si, justement. Ce soir, il y avait un débat, vous avez décidé de ne pas y participer, tout comme d'autres candidats comme vous, hein, Pierre-Yves Bournazel, Emmanuel Grégoire et Sarah Knafou se font représenter. Maintenez-vous votre décision de ne participer à aucun débat télévisé d'ici au premier tour? Pour l'instant, il n'y avait pas de très précis, on pouvait se faire représenter. Moi, j'ai préféré, c'est ce que je fais de 7h30 le matin jusqu'à pratiquement minuit, 1h tous les jours. Je rencontre soit des électeurs, soit des Parisiens, soit des collectifs, soit des auditions comme aujourd'hui. Ah, c'était oui ou non? Oui, c'est toujours le oui ou non. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours le oui ou non. D'après vous, un maire d'arrondissement ou une maire d'arrondissement doit-il ou elle être bien sapé aux frais du contribuable? Ça n'a jamais été mon cas. Savez-vous déjà qui serait votre premier ou première adjointe si vous êtes élu maire de Paris? Non. Je vais en enlever quelques-uns de ma liste. J'avais plein de questions. Du coup, la question est importante, hein, puisque dans le cas où éventuellement le procès qui sera le vôtre du 16 au 28 septembre 2026 devait arriver à une condamnation, vous pourriez être frappé d'éligibilité, auquel cas Non, cette parce que vous personne-là... ne connaissez pas cette procédure et je ne serai pas empêchée. Vous ne serez pas empêché, mais c'est Voilà. une possibilité. Non, ça n'est pas C'est une l'une des possibilité. possibilités. Vous ne connaissez pas la procédure et vous ne connaissez pas ce dossier, M. Kouchner. Non, je ne connais pas le dossier, Voilà. je n'étant pas magistrat, j'ai tenté d'en comprendre la procédure. Oui, ça arrive, vous en faites pas, on a 1h15 ensemble. Il y a même un moment où vous pourrez prendre la parole sans interrompre tout le monde. Toutes les aides municipales devraient-elles être conditionnées à des résultats mesurables en matière de réduction d'émissions? C'est dans mon projet et c'est ce que j'ai essayé de faire comme maire d'arrondissement, même si je n'ai pas de pouvoir particulier comme maire d'arrondissement, mais c'est ce que je fais à la mairie d'arrondissement. La mairie pourrait-elle instituer une préférence régionale et acheter davantage auprès des PME et start-up parisiennes? Il y a une préférence évidemment communale ou départementale, c'est comme le Buy European Act, on peut faire un Buy Parisian Act. Je comprends que vous aimeriez bien répondre par plus que oui ou non. Je propose donc d'arrêter ce petit échauffement. Parce que c'est pas binaire, et il faut parfois donner quelques éléments. Et pour c'est argumenter. tout l'avantage d'ailleurs de ce que nous allons faire maintenant, puisque nous allons maintenant pouvoir prendre un peu plus de temps. Première question plus politique et non pas uniquement dédiée au climat. Les derniers sondages indiquent qu'on se dirige vers une quincangulaire, hein, avec éventuellement le maintien des 5 candidats au second tour, la possibilité d'un 3e tour au Conseil de Paris. Ce matin sur Sud Radio, vous déclariez: je dis à tous les électeurs qui souhaitent le changement, si avec 10 ou 11% Sarah Knafou se maintient, nous perdrons. Vous avez tout au long de cette campagne répété les appels aux électeurs, hein, et aux électrices de se rallier sur votre nom. Est-ce que cela veut dire que vous souhaitez potentiellement une union des droites par les urnes, pour reprendre l'expression de M. Retailleau? Une union avec les Parisiens et les Parisiennes. C'est ce que j'ai toujours fait tout au long de ma vie politique quand je mène une campagne. Je m'adresse aux Parisiens et aux Parisiennes. Nous allons désormais explorer votre programme et vos engagements en faveur à la fois de l'écologie et de l'économie sociale et solidaire.
Votre programme a un axe qui s'intitule « Pour un Paris attractif et qui rayonne », dans lequel vous parlez des commerces et des entreprises. Il y a également un Paris qui bouge, où il est question notamment des associations, surtout sportives. Il n'y a dans votre programme pas ou très peu de mentions pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un sujet très cher à la Climate House. Vous dites en revanche vouloir consacrer 1% du budget d'investissement de la ville aux preuves de concept pour accéder à de vrais débouchés plutôt qu'à des simples subventions, c'est la citation de votre programme. Les entreprises de l'ESS y auront-elles accès? L'économie sociale et solidaire, pardon, je vais un petit peu appuyer le propos. Comment ça commence? En fait, aujourd'hui, effectivement, c'est lié avec des enjeux écologiques. Les enjeux écologiques qui sont liés à Paris, il y a deux enjeux écologiques. Quels sont les risques écologiques de Paris? Ce sont les inondations et ce sont le risque caniculaire. C'est les deux enjeux écologiques qui sont liés à Paris. L'économie sociale et solidaire, vous étiez pas né, j'ai travaillé pour votre père, cher Alexandre Kouchner, et nous étions, l'économie sociale et solidaire a commencé avec la lutte contre les inégalités et la lutte contre les discriminations. Et donc j'ai porté ça depuis mon adolescence, avec des engagements qui étaient d'ailleurs très tôt, puisque j'avais donné cette recommandation notamment à l'Institut Montaigne quand il a été créé, d'avoir des indicateurs dans les rapports d'activité qui sont des indicateurs de diversité, d'égalité, de lutte contre les discriminations. C'est comme ça que l'économie sociale et solidaire a commencé. Ensuite, il y a eu les enjeux climatiques et écologiques qui sont venus beaucoup plus tard. Donc l'économie sociale et solidaire, j'allais dire, je suis dans cet engagement depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, y compris quand vous êtes maire d'arrondissement, vous n'avez pas de personnalité juridique, mais vous avez quand même quelques pouvoirs pour faire des partenariats avec des fondations, avec des entreprises. Et j'ai toujours privilégié l'économie sociale et solidaire. Un exemple, j'ai des petits marchés qui me permettent de pouvoir tondre les pelouses, d'avoir un entretien des espaces verts, des petits squares, des petits parcs, parce que les squares et les parcs dépendent du maire d'arrondissement, pas les grands espaces. Ce sont des sociétés d'économie sociale et solidaire qui travaillent dans le 7e arrondissement pour, évidemment, sur ces enjeux écologiques, mais aussi sur des enjeux humains auprès de personnes soit en difficulté, soit des personnes âgées isolées. Je suis extrêmement flatté de savoir que nous avons été à la même école. Je m'excuse peut-être parce que vous avez éventuellement vécu dans des cabinets précédents. L'étude Paris face au changement climatique de l'Agence parisienne pour le climat prévoit un réchauffement d'environ 3,8 degrés pour la fin du siècle. Vous le rappeliez, le risque caniculaire est un risque très important pour Paris, sachant que l'empreinte carbone de Paris a connu une baisse de 32% entre 2004 et 2022. En tant que maire de Paris, mettriez-vous davantage l'accent sur l'atténuation ou sur l'adaptation au changement climatique? L'un ne va pas sans l'autre. Si vous adaptez, vous atténuez. Et si c'est atténué, vous amplifiez. Les deux choses qui sont à Paris, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de sujets liés aux crues et aux inondations? Dès qu'il pleut, vous avez vu l'état de Paris. Parce qu'on a de plus en plus bitumé. Sur les 2 dernières mandatures, il y a eu 3,8 millions de mètres carrés qui ont été bétonisés. Et donc, plus vous bétonisez, plus vous minéralisez, plus évidemment vous artificialisez les sols. Et donc, moi j'ai, évidemment, alors, je ne sais pas si c'était de l'humour, moi je considère que ce n'est pas de l'humour, mais la place de la République, évidemment, je veux la débitumer. Elle a beaucoup aujourd'hui de vices et de construction. Vous avez des infiltrations, les dalles sont décellées, parce que pour une politique anti-voiture, on a bitumé toute la place de la République et donc on l'a minéralisée, comme la place de la Bastille. Et donc moi je souhaite la débitumer et la végétaliser en pleine terre, comme ça a pu l'être à une autre époque. Remettre les fontaines qui existaient, ça permet d'avoir un îlot de fraîcheur au lieu d'avoir cet îlot de chaleur qui existe aujourd'hui. En dehors de la canicule, vous pouvez avoir 60 degrés au sol sur cette place de la République, comme dans toutes les places évidemment minéralisées. Donc il faut débitumer, remettre du matériau qui est propre à Paris, par exemple la dalle calcaire, qui évite cette artificialisation des sols, mais aussi du pavé enherbé. Vous pouvez le faire évidemment dans les contre-allées, sur les trottoirs. Ça permet évidemment de pouvoir absorber. Il faut que la ville devienne une ville éponge. Et pour lutter contre la canicule, c'est de planter en pleine terre. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, qui n'en sont pas, parce que ça n'existe pas en fait les forêts urbaines, sauf à faire des plantations en pleine terre. Aujourd'hui, les plantations d'arbres, y compris sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est vraiment planté avec très peu de terre, et donc les racines, en fait, ça crame les racines. Donc en fait, on replante des arbustes sans cesse. Donc il faut trouver tous les endroits où vous pouvez débitumer et planter en pleine terre. C'est le seul moyen d'éviter l'artificialisation
et de transformer en niveau de fraîcheur. Ensuite, c'est le chantier du siècle que je porte et nous avons dégagé des fonds pour cela, c'est de pouvoir évidemment faire le chantier du siècle qui est la rénovation thermique. Aujourd'hui, Paris, majoritairement, que ce soit le parc privé ou d'ailleurs le parc social, ce sont des passoires thermiques. Justement, c'est effectivement un axe extrêmement important et d'atténuation et aussi d'adaptation. Vous le disiez, Paris c'est quasiment 54% de ces logements qui sont des passoires thermiques. C'est le chantier du siècle dans votre programme, alors que les plans nationaux de soutien à la rénovation sont pour le moment à l'arrêt. Est-ce que vous avez un plan d'action spécifique que vous pourriez mettre en place à la ville de Paris? Aujourd'hui, le parc social à Paris, je les ai pratiquement tous faits. Pratiquement dans tous les arrondissements. La difficulté, c'est qu'il est fortement dégradé, voire insalubre aujourd'hui. Et donc, en fait, on a beaucoup préempté, on a acheté soit du parc locatif privé qu'on a conventionné, transformé en logements sociaux, sans le rénover ou l'adapter justement à ces enjeux climatiques, soit on l'a construit avec des matériaux qui n'étaient pas des matériaux écologiques. Et donc, ces parcs sociaux se sont fortement dégradés. Et certains sont totalement insalubres. Il y a des appartements qui sont aujourd'hui condamnés pour éviter évidemment certains squats. Et donc, tous ces parcs sociaux, il faut d'abord les rénover. Et donc, ce chantier du siècle, c'est une rénovation thermique importante, donc je donnerai la priorité sur le parc social. Parce que les gens qui y sont logés aujourd'hui, ils ne sont pas logés dignement. Et donc, ça va être le chantier du siècle, c'est de rénover et évidemment, rénovation thermique, mais rénovation tout court de l'ensemble du parc social. Oui, votre programme, c'est un objectif de 10 000 logements rénovés thermiquement par an dans le logement social. Ce sont des travaux coûteux, surtout dans une ville comme Paris. Or, pour le moment, d'après le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, l'encours de la dette s'élève à 9,3 milliards d'euros. Votre programme met aussi l'accent sur la stabilité de la taxe foncière et des autres impôts locaux. Donc comment est-ce que vous allez faire? Quelle marge de manœuvre budgétaire allez-vous dégager? Et surtout, comment est-ce que c'est un grand plan d'économie? Est-ce que c'est arrêter les projets de certaines transformations écologiques? Où allez-vous trouver ces marges de manœuvre? Il y a beaucoup d'aménagements, par exemple le boulevard Richard Lenoir, il y a des aménagements qui sont dans le 14e arrondissement. Dans certains arrondissements, les aménagements sont contestés par les habitants ou des collectifs. Par exemple, dans le 18e arrondissement. Donc il s'agit évidemment de faire cesser tous ces aménagements dispendieux. Sur la préemption, aujourd'hui la préemption, c'est-à-dire le montant consacré à l'achat de logements privés, qui ne sont pas en état écologique, on est entre 350 et 400 millions d'euros par an. Et aujourd'hui, le parc social, on est au-delà de 25%. Madame disait tout à l'heure qu'il y a 2,3% de logements sociaux dans le 7e, parce qu'il n'y a pas de foncier. Voilà, c'est pas soit à racheter des institutions extrêmement chères ou des immeubles qui ne sont pas adaptés pour du logement social. Et donc, aujourd'hui, au lieu d'être dans une fuite en avant sur le parc social, puisque le programme de gauche, c'est de dire on va aller jusqu'à 40% de logements sociaux dans Paris, je veux dire, moi je suis une enfant du logement social. Ceux qui effectivement disent qu'une ville et une capitale économique peut vivre avec 40% de logements sociaux, c'est une ville ghetto. Ça n'existe pas une ville avec plus de 50% de logements sociaux. Le 13e, le 19e, le 20e, nous avons 45% de logements sociaux, et c'est du logement social extrêmement dégradé, pour ne pas dire insalubre. Il y a des parcs sociaux, par exemple à Rosa Park, il n'y a même pas d'eau du tout. Comme il y a des fuites, en fait ils ferment l'eau totalement, donc les gens vont chercher de l'eau à l'extérieur. C'est aujourd'hui en 2026 et à Paris. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est que ces sommes-là puissent être consacrées à une rénovation de fond en comble, qu'elle soit thermique, écologique, mais aussi qu'elle soit sur de nouveaux matériaux pour pouvoir loger ces gens dans le respect et de la dignité. Ils veulent que ce soit rénové, que ce soit en état, que ce soit sécurisé et que ce soit végétalisé. Par exemple, j'étais rue de Lourdes, il y a tout un parc social, c'est 2000 logements. La Cité des Envierges, 2500 logements. Et effectivement, il n'y a pas de végétalisation, il y a effectivement une prolifération de rats qui rentrent dans les appartements. Donc il faut pouvoir respecter les gens qui vivent avec leur famille dans ces appartements, parce que je souligne qu'ils payent leur loyer et leurs charges. Et ils n'ont pas, évidemment, le service qui est normalement dû en contrepartie de ce loyer et de ces charges. Donc moi, je souhaite évidemment lancer ce chantier de rénovation, et je lancerai dès mon élection si je suis maire de Paris. C'est donc la fin de la préemption qui, en grande partie, viendra permettre tous ces travaux. En partie, oui, en partie.
Un autre élément extrêmement important de la transition écologique d'une grande ville comme Paris, c'est évidemment celui des mobilités. Elles sont centrales à la lutte contre le changement climatique. Votre programme présente un Paris apaisé, dans lequel sont listés dans l'ordre les piétons, la voiture, avec notamment la fin de la zone à trafic limité dans Paris-Centre, le retour aux 70 km/h sur le boulevard périphérique, puis les mobilités douces, dont le vélo, entre autres. Est-ce que c'est un ordre de priorité pour votre éventuelle mandature ? C'est l'ordre tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, à Paris, c'est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. Toute ville adopte un plan de circulation avec des données et des études d'impact. Vous ne fermez pas la rue de Rivoli comme ça sans vous dire qui y vit, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un lieu économique, est-ce que c'est un lieu culturel, est-ce que c'est un lieu résidentiel. Et donc quand vous faites un plan de circulation, vous avez la considération de toute la ville. Paris est tout petit. Ceux qui vous comparent Paris à Londres ou autre, ça n'a rien à voir. Londres, c'est 1200 km². Paris, c'est 102 km². Donc c'est tout petit. Le premier mode de déplacement, très majoritaire, très loin devant, c'est la marche. Et le grand oublié de la mobilité, c'est le piéton. C'est celui qui est le plus percuté. Et la première cause d'accidentologie, c'est effectivement la dégradation de l'état de la voirie. Et donc aujourd'hui, il faut faire un plan de circulation, il faut réparer la voirie, et il faut évidemment mettre fin au chaos dans l'espace public. Comme vous n'avez pas de plan de circulation, vous n'avez pas de cohérence ou de construction cohérente d'un arrondissement à un autre. Vous pouvez avoir 2 arrondissements avec une piste cyclable. Les pistes cyclables, par exemple pour le vélo, ce sont des cheminements longs. Et quand vous passez d'un arrondissement à un autre, comme vous n'avez pas de plan établi, vous pouvez passer d'un endroit à un autre sans qu'il y ait une connexion de cette piste cyclable. Un autre exemple, moi j'ai eu le cas dans mon arrondissement, une piste cyclable qui a été faite devant un lycée. On s'est rendu compte ensuite, quand ils l'ont fait, parce que le maire d'arrondissement n'est pas consulté, quand il y a ce type de plan, qu'il y a eu un lycée. Donc ils ont mis des ralentisseurs devant l'équerre de la même manière. Ils ont mis une piste cyclable, ils se sont rendus compte qu'il y avait un accès d'urgence. Donc ils mettent des ralentisseurs. Quand vous êtes cycliste, ce qu'ils vous demandent, nous on voit les collectifs avec lesquels on travaille, ils vous demandent des cheminements très longs, sans évidemment des obstacles. Et donc, ces mobilités douces-là, aujourd'hui, il faut les organiser. Le sujet, c'est pas de prioriser, c'est pas de dire je préfère le vélo à la voiture, je ne les oppose pas. Il faut les organiser. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Le premier mode de déplacement, c'est la marche. Ensuite, c'est le transport en commun. C'est l'essentiel, c'est le bus, pour l'essentiel à Paris. Donc c'est 50%, pas loin de 50%, c'est la marche. Ensuite, c'est le bus, loin derrière la voiture et très loin derrière le vélo. Et donc le vélo, il faut évidemment pouvoir renforcer les pistes cyclables là où elles manquent. Il y a beaucoup d'est en ouest, c'est très carencé du nord au sud. Il y a très peu de pistes cyclables qui traversent du nord au sud. Et donc il faut renforcer ces mobilités-là du nord au sud. Et donc ça s'organise. Une ville, c'est de l'harmonie, c'est de la mixité et c'est de l'organisation. Vous voulez également faire de Paris une ville qui respire, c'est un des axes de votre programme. Il est d'ailleurs indiqué que vous voulez lancer des vastes campagnes de dépistage pour prévenir les maladies chroniques des Parisiens, notamment respiratoires et cardiovasculaires. Reste que le plus efficace pour respirer mieux, c'est de diminuer le trafic automobile. Et dans la stratégie de mobilité que vous nous avez exposée d'ailleurs à l'instant, on entend une volonté de fluidifier cette coexistence, plus que de réduire, d'une certaine manière, le nombre de voitures à Paris. J'indique également que vous voulez desserrer les contraintes du plan local d'urbanisme. C'est dans le programme. Ce plan local d'urbanisme contient, entre autres, des exigences environnementales, coefficient de pleine terre, vous rappeliez l'importance de ces éléments, obligation de végétalisation, règles de performance énergétique. Expliquez-nous comment s'articule le fait de respirer mieux et d'atténuer parfois certains outils de la lutte contre le changement climatique. Par exemple, aujourd'hui, la norme, c'est 12 mètres carrés de verdure par habitant. On est à moins de 3 aujourd'hui. Donc on a beaucoup bétonné, en fait, Paris. Et on l'a beaucoup bétonné, on l'a beaucoup densifié. Il y a eu une raison à cela, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes à des promoteurs immobiliers pour évidemment essayer de combler la dette qui aujourd'hui s'élève à 12 milliards d'euros. Et donc ça a été une fuite en avant pour essayer de rattraper cette dette. Et donc si vous voulez évidemment respirer, apaiser, il faut végétaliser tous les lieux qui sont végétalisables. Aujourd'hui, vous avez dans les parcs et jardins, vous avez beaucoup de parcs et jardins qui sont totalement condamnés, qui ne sont pas utilisés, notamment dans le nord et l'est de Paris. On les a recensés. Nous sommes pas loin des 2 tiers qui aujourd'hui sont
soit pas entretenu, soit totalement dégradé. Donc il faut tout revégétaliser, tous les petits parcs, tous les squares, le parc de Belleville, tout le bas, il faut le refaire. Le jardin des Halles, il faut le reprendre. Le square de la Goutte d'Or. Pareil, celui de la Porte de la Chapelle qui est totalement dégradé, qui n'est pas utilisé. Il faut remettre de la végétalisation en pleine terre dans tous les squares, tous les parcs. Il faut reprendre en main les 2 poumons verts de la ville, qui sont le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Aujourd'hui, il y a à peine un tiers de ces bois qui sont utilisés, tant le reste est dégradé. Et donc il faut reprendre en main ces poumons verts et tous les lieux où on peut végétaliser en pleine terre. Il est là la reprise en main en termes de respiration et aussi d'enjeux écologiques. Quelqu'un dans la salle, justement, s'intéresse à toutes ces propositions que vous faites. Et sa question est quel budget sera alloué aux différentes propositions faites ce soir? Îlot de fraîcheur, végétalisation, forêt urbaine, rénovation thermique. Alors, sur le budget, je ne sais pas qui a posé la question. Moi non plus, je ne peux pas vous le dire, mais alors, si quelqu'un, il ou elle est présent ce soir. Quand vous faites un budget, et on l'a fait dans notre projet, il a été évalué et expertisé par des instituts. Aujourd'hui, le budget de la ville de Paris, on n'est pas loin de 11 milliards d'euros. C'est 2,2 millions d'habitants, c'est 102 km². Donc normalement, le budget pour des priorités essentielles d'une ville, c'est soutenable. On a ces 12 milliards de dettes qui est une dette. Même le rapport de la Cour des comptes dit qu'il y a un problème de soutenabilité. Même quand les agences de notation vous donnent une note, elles ne vous donnent pas une note pour la bonne gestion, elles vous donnent une note sur c'est-à-dire la solvabilité. Un exemple, il y a 2 ans, on a voté un budget qui n'était pas sincère. Les recettes avaient été surestimées, on a saisi le préfet de région et le tribunal administratif pour dire que le budget n'étant pas sincère, ça suppose évidemment que la ville est en faillite. Et là, le budget nous est revenu, malgré les engagements de Mme Hidalgo et de M. Grégoire, de ne pas augmenter aucune taxe, et notamment la taxe foncière. Donc ils avaient pris cet engagement. Comme nous avons différé ce budget, on a considéré que la ville n'était pas en faillite parce qu'il y avait un potentiel fiscal. Moi qui ai beaucoup travaillé sur d'autres départements, le 92 ou le 93, il y a des villes qui sont aujourd'hui sous tutelle de l'État parce que le potentiel fiscal de la ville est très bas, pour ne pas dire négatif. Pourquoi? Parce que la population est plus défavorisée. On considère que Paris, la population est encore assez favorisée pour qu'il y ait un potentiel fiscal. C'est pour ça que la municipalité actuelle a augmenté de 62% la taxe foncière. Ça permettait de pouvoir évidemment crédibiliser les recettes qui avaient été indiquées dans le budget. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on a un budget de 12 milliards de dettes. Il faut évidemment réduire certaines dépenses. Moi, je réduirais sur certaines subventions, c'est 1,8 milliard, 2 milliards sur les subventions. Sur les préemptions, moi, je voudrais les réduire fortement et le consacrer à de la rénovation thermique et chantier. Et donc, ça ne sera pas de l'ordre de 350 à 400 millions par an de rénovation. Et également, revoir la réorganisation de la mairie de Paris, où nous sommes 55 000 agents, 10 000 agents de plus, alors que vous avez 146 000 Parisiens qui ont quitté la ville sur la même période, l'augmentation des agents, et 40 000 enfants qui ont quitté les écoles parisiennes. Quand on dit 40 000 enfants qui ont quitté les écoles parisiennes, ce sont des enfants que nous avons inscrits comme maires dans les écoles et que nous n'avons plus aujourd'hui en fin de mandat. Et donc il faut réorganiser le service public de cette ville, adapté évidemment aux besoins des habitants. Madame la ministre, vous venez de nous indiquer notamment toutes les économies ou les axes, mais je reviens juste à la question qui est quel budget serait alloué à ces différentes propositions? Est-ce qu'il y a des enveloppes budgétaires prévues dans votre programme? Mais par exemple sur la rénovation, on est sur les 350 à 400 millions de préemption, on prendra 100 millions d'euros pour la rénovation thermique. Ça, c'est une chose. Nous aurons entre 50 et 80 millions, je crois que c'est de tête, c'est ce que évidemment nous avons évalué, pour la végétalisation en pleine terre. Moi, j'aime pas le terme de forêt urbaine, mais ce sont des plantations en pleine terre. C'est le seul moyen de pouvoir avoir une végétalisation de long terme. Refaire les parcs, les jardins, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Il faut évidemment reprendre cette nature en main. Là, j'ai annoncé un grand concours architectural, un concours d'architectes international, pour se réapproprier toutes les portes de Paris. Il y a 34 portes, il y en a 10 extrêmement dégradées, notamment Bagnolet, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte de Clignancourt. Et ce sont des délaissés totalement bitumés et minéralisés. On peut débitumer, déminéraliser et évidemment végétaliser. Et là, pour moi, la porte ne sera plus une frontière, mais un trait d'union avec les communes, évidemment, de la petite couronne. Et cela rentre dans le même budget que... Bien sûr, bien sûr. Mais notre budget a été expertisé et il est dans le programme.
quelqu'un dans la salle, là non plus, je ne saurais pas vous dire qui s'intéresse comme vous aux questions de circulation. La question est la suivante. La préfecture de police est responsable du plan de circulation. Comment proposez-vous de travailler avec l'État ? La préfecture de police, elle a des axes qui sont sous son autorité, parce que ce qui est normal pour une capitale, vous avez des axes qui sont sous l'autorité pour des raisons de sécurité. Quand vous avez des risques d'attentat, il y a des risques aussi pour pouvoir faire circuler les services de secours. Donc il y a des axes qui sont sous l'autorité du préfet de police et tous les autres axes sont évidemment sous l'autorité de la ville. C'est comme ça qu'on peut fermer certains axes. Mais vous travaillez avec le préfet de police main dans la main. C'est comme pour la vidéoprotection, c'est main dans la main dans le cadre d'une convention et vous travaillez main dans la main avec le préfet de police. Il y a un axe effectivement sur la vidéoprotection dans votre programme. Je voudrais que nous revenions juste sur une thématique très liée non pas uniquement au développement durable, mais à la soutenabilité de la planète, la sustainability comme on dit ici. Les Parisiens produisent 450 kg de déchets ménagers par habitant. Paris propose d'ores et déjà de très nombreux systèmes de réemploi, de valorisation, de tri de quasiment presque tous les matériaux, mais d'après la Chambre régionale des comptes, le taux de tri n'est que de 40%. Comment faire de Paris une ville zéro déchet ? D'abord, il y a beaucoup de systèmes ou dispositifs qui ont été annoncés qui ne fonctionnent pas. Par exemple, au-delà sur le zéro déchet, mais notamment sur les panneaux solaires. Vous avez des panneaux solaires qui ne sont pas connectés. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser la lumière ou le soleil qui, effectivement, sont sur ce panneau. Sur le zéro déchet, il y a eu des distributions de dispositifs ou de containers pour favoriser ce tri sélectif. Mais ça n'est pas évacué. Donc, ça reste comme ça. Donc, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que je disais sur la collecte, moi, je souhaitais la privatiser parce qu'il y a des enjeux écologiques extrêmement, maintenant, très pointus. Il y a des enjeux technologiques, scientifiques sur ces enjeux, justement, de collecte et de déchets, valorisation et justement de recyclage de manière générale. C'est devenu des métiers très pointus. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais, moi, que la collecte, on puisse la privatiser, parce que ça n'est pas le métier du maire. Et donc ça, vous le connectez et vous l'organisez avec les services de la mairie, les services écologiques, plus que de propreté, parce qu'aujourd'hui, tout est sous cette direction qu'on appelle propreté au sens large. Et donc, sur le zéro déchet, c'est des dispositifs pour lesquels il faut avoir un circuit. C'est évidemment la biomasse, l'économie circulaire, le tri, qui soit dans toutes les institutions, les écoles, toutes les institutions publiques, la mairie, tous les équipements publics doivent en être équipés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris dans les écoles. Je vous racontais tout à l'heure une petite anecdote. Ma fille, qui est co-déléguée, à un moment donné, me dénonçait un peu parce qu'elle considérait que je n'étais pas assez écologique sur ces sujets. Et donc, il faut avoir un schéma, évidemment, de recyclage, d'économie circulaire sur toutes les institutions qui concernent la ville. Je m'apprête bientôt à laisser la place à des membres de la Climate House qui ont également des questions pour vous. J'ai une dernière question, je l'ai posée à toutes celles et ceux qui sont venus à ce rendez-vous. Nous avons parlé de vos projets, de ce que vous avez planifié. Ma dernière question porte sur l'inconnu ou l'improbable. Quel est votre signe noir, c'est-à-dire cet événement statistiquement peu probable mais possible et aux répercussions très fortes, c'est-à-dire quand vous vous imaginez maire de Paris, quand vous faites tous les scénarios possibles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait plus peur que d'autres? On a parlé du risque du cru, bien entendu. Est-ce que c'est un épisode de canicule de plus d'un mois? Est-ce que c'est l'apparition d'un autre virus mettant la ville à l'arrêt? Est-ce que c'est l'OM champion de France? Enfin bref, est-ce qu'il y a un élément, un événement qui vous semblerait être vraiment votre signe noir, c'est-à-dire le plus improbable, mais le pire possible? Non, sur les enjeux écologiques, c'est la prévention des risques. Moi, je me suis occupée d'organisations importantes et sur des collectivités importantes. C'est pour ça que moi j'avais déjà proposé en 2020 qu'il y ait une direction des risques et de la prévention des risques avec des exercices adaptés, et notamment sur des risques écologiques, et qu'on nous ayons un adjoint en charge des risques et de la prévention des risques. Aujourd'hui, quand on a, c'est même pas le risque caniculaire, quand on a des canicules, on court après les ventilateurs et les bouteilles d'eau et les brumisateurs. Quand on est élu, nous courons après tout cela. Quand il y a eu la pandémie, on était en première ligne. Et donc, il faut avoir justement une direction très scientifique, très technique, très spécialisée, évidemment avec plusieurs corps de métier. Ça peut être évidemment du renseignement, ça peut être de la science, c'est de la technologie, mais c'est aussi de la technicité pour anticiper ces risques. Et donc, faire des exercices
avoir de la science et de la recherche. Vous parliez tout à l'heure des conseils des entrepreneurs. Moi, je souhaite qu'auprès du maire de Paris, il y ait un conseil scientifique que j'ai rénové et instauré au ministère de la Culture. La science qui aujourd'hui, avec, vous savez très bien, les fers complotistes et autres, tout est remis en cause aujourd'hui. Certains considèrent que le dérèglement climatique n'existe pas. Et donc, il faut qu'il y ait un conseil scientifique auprès du maire de Paris pour anticiper tous ces risques. Moi, le seul, quand vous êtes maire, et surtout pour une capitale, le risque que vous redoutez, et on l'a connu, et moi j'ai été magistrat en charge d'affaires de criminalité organisée, c'est le risque terroriste. C'est ça qui à la limite, qui peut vous effrayer quand vous êtes élu d'une grande ville. Pour le reste, vous pouvez encore anticiper. Sur le dérèglement climatique, maintenant on a des études, il y a des scientifiques, on a de la recherche. Et donc il faut s'adjoindre les meilleurs auprès évidemment d'une ville comme Paris. Nous sommes la première capitale européenne. Et nous sommes à la fois la ville la plus dense d'Europe. Et donc les enjeux, les risques sont anticipables. Donc il faut avoir des outils d'aide à la décision. Je ne suis pas le seul, je vous le disais, ce soir à vous poser des questions. La communauté des entrepreneurs et des entrepreneuses de la Climate House en a également. Et je laisse donc tout de suite la parole à Inès Wolfeu, qui est directrice opérationnelle du fonds de dotation Égrégore et qui a une question pour vous. Je ne suis pas loin. Bonjour Madame Datier. Bonjour. Déjà peut-être par rapport à la première partie d'intervention, un petit rappel. La lutte contre la transition climatique, c'est d'abord la lutte contre les causes et non pas les conséquences, que sont les inondations et la canicule. Et pour la végétalisation, toutes les évaluations du plan climat pour la ville de Paris, 2024-2030, rappellent que ce n'est pas une mesure qui permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une mesure compensatoire, mais ça ne permet pas une réduction des émissions. Je passe à ma question. Vous n'affichez pour l'instant dans votre programme aucun objectif chiffré sur la réduction des émissions à horizon 2030 ou 2040. Or, la France s'est engagée à moins 55% d'ici 2030 au titre des directives européennes. Il existe aussi la stratégie nationale bas carbone. Et d'après le plan climat-air-énergie territorial, vous avez une obligation légale, puisque c'est imposé aux grandes collectivités, de définir une trajectoire chiffrée. Donc ma question est la suivante, sachant que si on fait une comparaison pérenne, Berlin a promis moins 70% d'ici 2030, Londres et Copenhagen visent la neutralité carbone, et Madrid a publié des indicateurs annuels très contraignants. Donc dans ce cas, sous Vendôme-Nova, quel est votre objectif concret de réduction des émissions d'ici 2030 et est-ce que vous seriez prêt à publier un tableau qui chiffre du coup vos objectifs et donc qui permet d'en faire le suivi? Bien sûr, on vise la neutralité carbone et on est soumis aussi à des réglementations, comme vous venez de le rappeler. Donc, même si je voulais avoir une stratégie moins performante, moins ambitieuse, je serai soumise évidemment à la réglementation et la législation. Lorsque j'étais parlementaire européen, j'ai porté au titre de rapporteur de mon groupe politique au Parlement européen le paquet énergie-climat. Rappelez-vous, c'était les 30-30-30. Les fameux 30 de réduction des gaz à émissions et effet de serre sur le renouvelable. Et donc j'ai porté ce paquet énergie-climat en 2010. Et donc nous avons déployé ces dispositifs et ces dispositions. Nous avons à chaque fois proposé cela au Conseil de Paris, nous avons été rejetés. Nous reprenons évidemment cette trajectoire qui a été d'ailleurs encore plus ambitieuse avec les accords de Paris, les accords climat de Paris. Et donc nous nous inscrivons dans cette trajectoire-là. Mais nous avons des contraintes qui sont nationales, européennes, dans le cadre de directives, voire maintenant internationales. Donc nous, on continue sur cette stratégie sans aucune difficulté. Donc la neutralité carbone d'ici 2030, dans les 4 ans. Je vais vous dire, la neutralité carbone, vous pouvez l'avoir à tout moment. Vous pouvez faire 2030. La neutralité carbone, c'est un objectif à tout moment. C'est pour ça que quand on fait des plans climat 2024, 2046, 2052, vous pouvez vous-même dire neutralité carbone sur des échéances sur une mandature. Vous pouvez tout à fait... Moi, les objectifs que je me vise, que je m'assigne dans mon projet, c'est sur une mandature. Donc il faudra des objectifs chiffrés pour votre mandature. Bien sûr, parce que de toute façon, vous le soumettez à chaque Conseil de Paris. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le prochain, Madame la Ministre, à vous poser une question, la prochaine d'ailleurs plutôt, c'est Marie de Vavrin, qui est cofondatrice de la Climate House. Bonjour à tous. Je voulais vous poser une question sur vos propositions sur l'entrepreneuriat. Dans votre programme, vous dites cette ville, j'en ferai l'allié de ceux qui entreprennent.
Donc on est ici effectivement à la Climate House, dans un hub dédié à la transition écologique, où il y a une communauté d'entrepreneurs qui essaient d'apporter des solutions sur des sujets comme l'alimentation, l'énergie, le transport, voilà. Et donc on est évidemment très sensible à vos propositions sur l'entrepreneuriat. Donc dans votre programme, j'ai noté que vous avez effectivement des propositions concrètes, et notamment, tout à l'heure Alexandre a évoqué les preuves de concept, donc vous entendez consacrer 1% du budget d'investissement de la ville pour des preuves de concept, pour permettre à des entrepreneurs de tester et de déployer leurs solutions. Et d'autre part, vous évoquez le fait de faciliter l'accès des PME et des TPE-PME, pardon, pour les marchés publics. Donc je voulais effectivement que vous puissiez nous en dire plus, parce que je pense qu'ici on est tous persuadés que les entrepreneurs ont des super pouvoirs pour apporter des solutions et qu'ils ont besoin d'avoir des alliés. Et donc on est sensible à ces propositions. Je voulais que vous puissiez nous en dire plus et nous expliquer comment concrètement vous entendez vous allier avec les entrepreneurs. Sur les entrepreneurs, par exemple, l'adjoint au commerce aujourd'hui, qui est communiste, il est contre l'économie de marché, et donc ça a été l'ensemble de ses cartes de vœux. Moi, je suis favorable à l'entrepreneuriat, à l'esprit d'entreprise, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'attractivité de Paris, sa vitalité. Et sur les entrepreneurs, il y a évidemment de très petites entreprises, et il y a de plus en plus, évidemment, d'excellentes initiatives, y compris dans l'innovation. Dans nos marchés, dans les marchés publics, il y a très peu d'éligibilité aux entreprises innovantes, ou qui sont dans l'innovation. Soit elles sont petites, et donc il y a des effets de seuil qui jouent. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que pour tous les marchés publics, l'éligibilité pour ces entreprises, qu'on évite les effets de seuil, et donc de mettre des critères très précis. Ça peut être l'innovation, ça peut être la taille, ça peut être aussi la première entreprise, de donner une chance à certaines entreprises ou entrepreneurs. Et donc ça se fait, c'est un cahier des charges que vous rédigez. Moi j'ai été directrice générale des marchés publics, vous rédigez le cahier des charges en fonction de la cible que vous pouvez avoir, notamment sur les entrepreneurs. Parce que les leviers, sur l'entreprise à Paris, il faut simplifier les procédures administratives et lever les contraintes. Sur la fiscalité, à part la CFE, vous n'avez pas beaucoup de leviers fiscaux. Vous pouvez créer des taxes, ce qui se passe par exemple pour les restaurateurs ou les petits commerces, c'est pour ça que les petits commerces s'en vont. Mais sur les entrepreneurs, vous pouvez être incitatif, soit par une dotation, soit par une subvention, soit par une participation. La mairie peut être évidemment aussi partie prenante auprès de l'innovation. Donc il y a tout un panel évidemment qu'on peut avoir. Soit vous devenez éligible dans un marché public, soit la mairie est en soutien comme un peu un business angel sur une nouvelle, sur des startups ou sur de jeunes entrepreneurs, et donc vous êtes en soutien et en encouragement, soit par une prise de participation pour pouvoir donner une solidité, pour aller lever des fonds, par exemple auprès d'autres fonds ou évidemment d'autres business angels. Donc il y a tout un éventail qu'on a mis dans le programme et dans le projet pour favoriser ce petit entrepreneuriat. Juste pour revenir sur les preuves de concept, que je trouve que c'est intéressant, je pense que ça intéressera beaucoup d'entrepreneurs ici, justement, de pouvoir tester leurs solutions à Paris. Donc concrètement, ce 1% que vous entendez allouer pour des preuves de concept, c'est des entreprises, par exemple de la Climate House, qui ont des solutions à proposer en matière peut-être d'une alimentation plus durable, d'une énergie plus verte, pourront se tourner vers... Bien sûr, c'est comme quand vous faites une dotation et vous rendez éligible justement ces entreprises qui pourront évidemment bénéficier de ce fonds. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prochain à vous poser une question, Madame la Ministre, c'est Sébastien Delpont. Il est cofondateur et président de Ressort. Bonjour. Bonjour. Paris est, vous l'avez soulevé, une ville-monde, et aussi le lieu de la signature des accords climat du même nom, avec donc une responsabilité particulière. Vous l'avez évoqué, il y a des communes moins dotées dans le monde, avec moins de capacité d'investissement et d'innovation. Il y a en tout cas dans les dimensions de transformation écologique urbaine des solutions éprouvées, basiques, mais aussi un besoin d'explorer un champ des possibles un peu nouveau. Parce qu'effectivement, ce n'est pas les solutions du XXe siècle qui nous aideront à bâtir la ville du XXIe. Et il y a des choses qui ont été plutôt copiées et admirées, dont des choses qui ont pu être entreprises à Paris par le passé. Vélib, piétonisation des voitures berges, rue aux écoles, un certain nombre de choses. Je veux savoir s'il y avait des mesures emblématiques que vous souhaitez porter et qui puissent inspirer demain, parce qu'effectivement Paris prend le courage de tester, d'innover des modes de faire dans la fabrique de la ville.
Et dans cet engagement de transition écologique, voilà, savoir si effectivement il y avait des chantiers un peu phares que vous vouliez mener et qui puissent inspirer d'autres métropoles. Moi, je serais plutôt sur les politiques d'insertion et les politiques sociales. Je trouve que les métropoles deviennent de plus en plus brutales dans l'inclusion. Et donc, on appelle ça des villes inclusives, et je trouve que de plus en plus, ce sont des villes qui excluent. Je parlais tout à l'heure de mixité. De plus en plus, Paris est de moins en moins mixte. Et les grandes métropoles sont de moins en moins mixtes. Et donc, il faut de plus en plus de villes inclusives. Je vais vous donner un exemple sur les enfants à l'école. On se gargarise d'écoles inclusives, et vous avez de plus en plus d'enfants que vous ne pouvez pas scolariser parce qu'on a détecté des spécificités sur des enfants. Moi, j'ai connu ça plutôt à titre personnel, et vous ne pouvez pas scolariser évidemment des enfants, donc c'est un peu le marche aux crêpes. Donc on dit, bah, vous ne pouvez pas aller dans cette école, donc si vous avez les moyens, vous les scolariser dans d'autres endroits. Et par exemple, sur les aspects de santé, les aspects de santé sont très peu intégrés dans tous les projets. Parce qu'on oublie que quand vous êtes maire de Paris, vous êtes président de la PHP, donc des hôpitaux de Paris. Mais vous avez aussi une dimension de politique sanitaire et donc de politique sociale. Moi, il y a deux choses qui sont dans mon programme et qui sont, pour moi, avec les sujets plus sociaux et d'inclusivité, c'est la santé mentale. Et la santé mentale, elle concerne tout le monde, pas uniquement les enfants, mais toutes les fragilités d'une société. Le vieillissement, l'isolement, la solitude. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à Paris, on y vit, mais on n'y meurt pas. On n'y vieillit pas. Et cette dimension-là, elle est très peu abordée dans les programmes. Et donc, moi, j'ai tout un volet de solidarité, d'inclusion. C'est ce que je disais au début de mon propos. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'économie sociale et solidaire, ça a été au tout début, c'était quoi? La lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités, l'égalité hommes-femmes. C'était ça, la première économie sociale et solidaire. Et je trouve que de économie sociale et solidaire, je trouve que sur la dimension humaine, elle est très peu portée dans un projet politique pour une ville, enfin pour une métropole, plus exactement. Donc il y a cette dimension-là. C'est comme par exemple sur la prise en charge des addictions. Paris est très confronté à la toxicomanie. Et la toxicomanie qui est de plus en plus, évidemment, en errance dans les rues. Et quand vous êtes président de la PHP, moi je ne suis pas favorable aux salles de shoot, je suis favorable à la prévention des risques. Vous ne pouvez pas laisser des gens se droguer en plein air ou uniquement donner du matériel et détourner le regard. Il faut qu'il y ait un accompagnement social et lutter contre les addictions pour certains qui demandent à être pris en charge. Et ça, vous pouvez le faire quand vous êtes président de la PHP, vous le mettez à l'ordre du jour du conseil de surveillance, vous dégagez des locaux, puisque vous avez de plus en plus de lits qui ferment dans les hôpitaux. Et donc ces locaux, souvent, c'est de la promotion immobilière. La PHP vend de l'immobilier. Je veux le garder. Je veux le garder pour y faire de l'accompagnement social et de l'inclusivité. Je veux le garder pour faire du logement social et solidaire. J'ai expérimenté ça dans mon arrondissement. Il y a un bailleur, Humanisme et Habitat. Ça me permet de loger des jeunes. En contrepartie, évidemment, il y a un service à la société. C'est moi je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est cette dimension sociale, inclusive dans des grandes métropoles. Et c'est pour ça que tout le monde vous parle de ville écologique, inclusive. Je trouve que les grandes métropoles excluent de plus en plus. C'est ma vision. Merci. Madame la ministre, je profite de cette réponse pour vous poser une question qui est venue également de la salle. Vous parliez à l'instant de la mixité, notamment de la mixité sociale. Il est de plus en plus difficile de se loger à Paris, notamment évidemment pour les plus précaires, mais également pour les classes moyennes. Vous dites vouloir réduire l'enveloppe de préemption. Comment dans ce cas-là, c'est un axe de votre programme, comment dans ce cas-là est-ce que vous pouvez garantir que celles et ceux qui veulent vivre à Paris, qui travaillent à Paris, puissent continuer à s'y loger? Le sujet, c'est que depuis pratiquement 2008, le parc locatif privé s'est fortement réduit. Il s'est réduit en raison de contraintes sur le logement alloué de la part des bailleurs privés. Il s'est réduit parce que, avec les préemptions, le pastillage qu'on appelle sur les plans locaux d'urbanisme, parce que les gens disent ça va dévaluer les actifs. Et donc certains ne veulent pas évidemment louer parce qu'il y a des risques d'impayés. Et l'encadrement des loyers qui a tendu aussi le marché de la location. Donc il faut redonner un signal de confiance aux propriétaires privés pour leur dire remettez des logements en location, parce que Paris n'est pas une ville de propriétaires, c'est très majoritairement une ville de locataires. Donc il faut remettre du logement à la location. Et sur le logement social, aujourd'hui, cette préemption, en fait, ils ont acheté beaucoup
du logement, ils ont vendu à des promoteurs, ils ont demandé, c'est ce qu'on appelle les fameux loyers capitalisés, ce qui est une pratique illégale, c'est-à-dire qu'ils ont demandé des avances de 60 ans de loyer aux bailleurs sociaux pour pouvoir compenser évidemment la dette. Et donc c'est de l'argent en moins pour la rénovation, pour la restructuration, pour refaire des travaux. On l'a vu avec le scandale de Paris Habitat. Et donc moi ce que je souhaite, c'est que quand on réhabilite ce parc social, que ce ne soit pas toujours la même catégorie sociale qui soit éligible. Sinon vous créez un ghetto, qu'il soit très élevé ou très bas d'ailleurs. Il faut avoir une mixité dans le parc social. C'est comme ça que vous maintenez une harmonie dans le parc social. Donc si vous le rénovez intégralement, vous pouvez, évidemment, moi j'ai entendu des candidats, y compris à droite et au centre, ils disent on va vendre le parc social pour pouvoir combler, rembourser la dette. Mais vous ne vendez pas un actif, vous ne vendez pas un parc social pour rembourser une dette. Et puis vous vendez le parc social. Qu'est-ce que vous faites du locataire dans le parc social? Vous lui dites, je vais vous mettre un propriétaire privé qui va pouvoir peut-être un jour le virer. Le parc social, c'est pas comme ça. On ne s'amuse pas avec les gens qui sont à l'intérieur. Vous rénovez le parc social et vous dites éventuellement au locataire, le loyer que vous mettez dans votre loyer, et ben, ce loyer sera consacré à un remboursement. Donc vous serez propriétaire de votre appartement. Parce que le parc social, quand il est dégradé, moi j'ai vécu, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en partir, jamais de l'acheter. Si vous le rénovez, vous pouvez donné envie à la personne qui vit avec sa famille dans cet appartement de l'acheter, d'avoir aussi pour lui un petit actif pour sa famille, et avec cet argent, vous rachetez du parc social. Moi je voudrais évidemment que ça puisse être, ça n'est pas de dire j'arrête les préemptions, on arrête le parc social à Paris, je veux le rendre plus mixte, le rendre plus éligible pour la classe moyenne, avoir toutes les catégories sociales dans le parc social. Et donc, si vous le rénovez, le réhabilitez, vous le vendez, évidemment, vous rachetez du parc social, c'est comme ça qu'on résout aussi ce problème du logement, mais aussi ce problème de mixité. De la même manière, l'ancien siège du conseil régional, qui est par exemple dans mon arrondissement, et j'ai pas la main, j'ai souhaité que ce soit du logement social pour les étudiants. Donc on a mis l'ancien siège qui est dans le 7e, c'est du logement étudiant. On a fait une expérimentation avec Humanisme et Habitat, ce sont des apprentis. Parce que les apprentis aujourd'hui à Paris, ils peuvent trouver des lieux où ils font leur alternance, leur apprentissage. Parfois ils peuvent reprendre un commerce dans le cadre d'une transmission, mais le loyer est trop cher. Et donc il faut trouver des systèmes pour pouvoir héberger, loger aussi cette catégorie sociale-là. Comme je vous l'ai dit, une ville, c'est un équilibre et c'est une harmonie. Il y a une autre personne qui souhaiterait vous poser une question sur le logement et l'hébergement. Et cette personne, c'est Béatrice Estam, qui est fondatrice de Climate. Béatrice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre réponse précédente ouvrait un petit peu le sujet, en fait, sur l'exemplarité sociale de la métropole de Paris. Et donc, j'ai relevé dans votre programme que vous dites cette ville, je veux qu'elle fasse une place à chacun, en particulier aux plus fragiles. Donc ici, on est beaucoup d'entrepreneurs, et d'entrepreneurs du climat, j'en fais partie, mais on est aussi, bien sûr, très sensible à ces questions d'inclusion, et on est touché par cette attention aux personnes les plus faibles. Donc on a suivi, en tout cas, moi j'ai suivi vos vidéos, j'ai vu que vous étiez déplacés, en fait, pour aller voir notamment des personnes à la rue. Vous avez constaté, donc je reprends vos mots, des zones sans règles, abandonnées. Vous êtes consciente des réalités invisibles de la ville et que vous entendez la détresse des personnes que vous avez rencontrées. Donc ma question, c'est, je sais que l'hébergement d'urgence, ça relève en grande partie de l'État. Pour autant, en tant que maire, demain, vous avez un certain nombre de leviers pour permettre à des personnes à la rue de retrouver un logement, possiblement de manière durable. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter ce soir si vous avez des mesures dans ce sens, avec des choses mesurables qui vont vous permettre de dire qu'à la fin de votre mandat, du premier ou peut-être des suivants, qu'il y a moins de personnes à la rue que quand vous êtes arrivé? Aujourd'hui, les personnes qui sont à la rue et il y a beaucoup de campements et même certaines fois c'est des baraquements. Si vous allez à la porte d'Aubervilliers, quand vous arrivez sur Paris, il y a un grand rond-point qui est censé être végétalisé. C'est quasiment un quartier. Ce sont des gens avec des enfants, avec des familles qui vivent là et qui prennent une brouette avec des bidons et qui vont chercher de l'eau à la fontaine publique. En face, vous avez à flanc de périphérie aussi des baraquements qui sont ici. Et donc, vous avez certaines familles qui sont là et tout le monde, personne ne les voit. Voilà. Donc, moi, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de ma campagne.
c'est un mode de vie, c'est un engagement que j'ai depuis très longtemps, même avant d'être ministre. Ça a fondé aussi mon engagement politique, justement, de s'en préoccuper. Je fais ça pratiquement tout le temps, même comme maire du 7e, je suis très souvent sollicitée pour justement aider soit au logement, soit à la scolarisation, soit à trouver des papiers. C'est ce que je fais. Mais il y a une forte majorité dans certains endroits de Paris où ce sont des gens qui sont sans papier, mais sans papier ni régularisables, mais qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Et là, il y a un schéma national d'hébergement pour ces personnes, comme vous le savez, et qui sont sur... qui sont sur toute l'île de France. Je les ai faits. Moi, je veux bien tout, mais moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et quand vous avez sur toute l'île de France, vous avez des lieux d'hébergement, des studios, des chambres pour ces personnes, soit qui sont en attente, soit d'un statut de réfugié, mais beaucoup ont été déboutés. 90% des gens qui sont dans ces campements sont pratiquement tous déboutés. L'avenue Max Dormois, vous avez de Barbès jusqu'à Stalingrad, ce sont 90%, ce sont des Afghans. Vous avez des Afghans, des Soudanais, c'est la majorité, c'est la nationalité majoritaire. Et donc ces gens-là, en fait, la mairie ne souhaite pas qu'ils soient déplacés, alors qu'il y a des hébergements et des lieux dédiés. Donc ça, moi, si je suis maire de Paris demain, avec le préfet de région, ils seront hébergés sur toute l'île de France. Les places sont extrêmement disponibles. Vous pouvez les recenser, vous pouvez aller sur le site de la préfecture de région, il y a des places disponibles. Ils ne souhaitent pas, la mairie ne souhaite pas contribuer, en tout cas être coopérative sur ce sujet, je le serai. Ensuite, vous avez, oui, des femmes à la rue, moi j'en ai rencontré, qui en fait se regroupent entre elles pour éviter les agressions sexuelles ou les viols. Ça, c'est une réalité. Je n'étais pas du tout ministre, j'ai pu, par du mécénat, obtenir des fonds, parce que ce qui m'a toujours frappé depuis très longtemps, ce sont des femmes à la rue, et de plus en plus jeunes. Certaines, on leur enlève leurs enfants, parce qu'on leur place leurs enfants, alors que ce ne sont pas des mauvaises mères. Il n'y a pas de maltraitance sur leurs enfants. Et le fait qu'elles soient à la rue, c'est une forme de maltraitance, et donc leurs enfants sont dispersés et placés. Et donc moi, c'est un combat. Je mène avec elles, auprès du juge des enfants, auprès des services sociaux, pour qu'elles gardent leurs enfants, mais qu'on trouve aussi un toit. Et donc, ces femmes à la rue, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'hygiène. Et donc, ces femmes-là ne peuvent pas aller dans les douches municipales, elles se font agresser. Parce qu'aujourd'hui, elles sont mixtes, elles sont majoritairement pour les hommes. Elles se font voler leurs affaires. Et donc, j'avais trouvé un financement. Ça a été le premier lieu dédié que pour les femmes à la rue, qui est dans le 12e arrondissement. J'avais trouvé les fonds, on avait trouvé ces fonds-là, et on l'a pérennisé. Et encore une fois, avec les mêmes mécènes, on a développé ce type de structure. Pour accueillir ces femmes qui sont à la rue, ne serait-ce qu'un lieu de pause, pour leur intimité et leur hygiène. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les CHRS. J'en ai un dans le 7e arrondissement, j'ai été volontaire pour en avoir. C'est essentiellement des femmes et des enfants. Ça leur permet de ne pas lâcher leurs enfants et que les enfants ne soient pas séparés de leur mère ou de la fratrie. Et donc, quand vous avez une ville comme Paris, 2 millions d'habitants, 11 milliards d'euros de budget, vous pouvez absorber évidemment ce type de, j'allais dire, de misère sociale que nous, on peut porter. Moi, je trouve que c'est à l'honneur et c'est le devoir de la ville de pouvoir porter et d'accompagner, évidemment, ce type de public. Mais il y a un autre public qui, effectivement, a des lieux d'hébergement et c'est une autre catégorie. Et en plus, ils ne sont pas demandeurs ni d'une insertion, ni d'un parcours social. Ils ne sont absolument pas demandeurs de ça. Merci. Donc effectivement, oui, vous avez mentionné un certain type de public sur lesquels vous pouvez intervenir. Je sais qu'il y a des typologies de publics sur, effectivement, c'est la responsabilité de l'État. Et là, aujourd'hui, il manque un certain nombre de places d'hébergement. On avait contribué à la Climate House, je finis juste là-dessus, parce que c'est un sujet de la Climate House, sur une action qui avait été menée sur des mineurs en instance de validation de leur minorité ou pas. Donc là, typiquement, on est en fait dans des flous juridiques. Et en fait, il y a beaucoup de flous juridiques. Et je sais que la prérogative de la mairie ne peut pas tout résoudre. Par contre, c'est quand même nos rues aujourd'hui et notre sensibilité sociale qui nous donne envie ici d'essayer de trouver des solutions avec des moyens autres que les armes finalement légales, etc. Bien sûr qu'il y a des armes légales, mais il y a un aspect aussi social. Voilà. Mais il y a, sur les mineurs isolés, il y a évidemment, moi j'en suis un certain nombre, évidemment, en plus, on vous sollicite, il y a toute catégorie. Paris est la seule ville qui ne veut pas, c'est-à-dire que même si on sait qu'ils ne sont pas mineurs, elle souhaite qu'ils soient traités comme des mineurs présumés. Et donc, c'est sur le budget de l'aide sociale à l'enfance. Et ce qui est gênant, c'est qu'on place ces mineurs qui ne sont pas mineurs dans des foyers où il y a des mineurs. Et nous sommes confrontés dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance à des agressions sexuelles et de la prostitution de mineurs. C'est une réalité parisienne. Et donc il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, cet accompagnement, il faut faire du discernement.
Moi, je ne souhaite pas que des majeurs se retrouvent avec des enfants ou des petites filles dans certains foyers. C'est une réalité aussi parisienne. Et là, moi, je suis effectivement avec notamment une maman qui veut récupérer sa petite fille parce qu'elle a été agressée plusieurs fois. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que tout ça, ça demande aussi une certaine politique publique municipale. Pour l'instant, moi je bricole, je ne suis pas aux manettes. Mais demain, il faudra en faire une politique sociale, mais aussi une politique de protection de l'enfance, une vraie politique de protection de l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas, comme cette minorité n'est pas testée ni actée, c'est-à-dire qu'on dit, même si c'est un mineur présumé, on peut le mettre dans un foyer d'aide sociale à l'enfance, et c'est un vrai danger aujourd'hui dans les foyers de protection de l'enfance. La question des mineurs isolés était capitale, c'est pour ça qu'évidemment je vous ai laissé continuer, mais malheureusement, Béatrice, il faut que nous laissions quand même un peu de temps à celles et ceux qui sont venus ce soir pour poser vos questions. Madame la ministre a un calendrier assez chargé qui l'attend. On va donc essayer de prendre des questions en salve, et on va prendre une salve. Oui, ça va être très court. Parce que j'ai une autre audition à 20h. Voilà. Oui, vous êtes large. Non, parce que les gens sont... Parce qu'on passe les uns après les autres, c'est pour ça. Alors, Alors, il y a une question là-bas, ce sera la seule. Du coup, puisque vous êtes le seul à vouloir en poser une. Merci. Bonsoir Madame Dati, merci d'être ici. C'était plus une remarque générale pour tout le monde. C'est un site qui vient juste de sortir et qui s'appelle wikidati.fr. Oui, alors c'est pas une question, je suis navré, mais c'est pas une question. Je vous recommande d'aller le voir parce que c'est un vrai enjeu de probité et d'éthique de devenir Monsieur, c'est pas une question. Vous savez, je vous dire, vous voyez ce que vous faites. Je n'ai pas... Oui, j'ai une affaire privée qui concerne un monsieur. Je vous le dis droit dans les yeux. Vous savez ce qui est insupportable? Moi, pour quelqu'un comme moi, j'ai toujours été suspectée de tout le temps. Pourquoi je suis devenue magistrat? Je vais vous dire. C'est sur la recommandation de Simone Veil. Moi, je travaille à plein temps depuis l'âge de 14 ans. J'ai jamais été mise en cause autrement que, effectivement, parce que j'ai été entraînée, évidemment, dans la chute de Carlos Ghosn. Je vous le dis très directement. Tout le reste, ce sont des suspicions. On n'est pas dans une société de la suspicion. C'est dangereux. C'est dangereux. Toute ma vie, j'ai combattu ça. Je vous le dis. Je viens d'une famille où c'était compliqué, très compliqué. D'un quartier où on était mis en cause tout le temps. Où on était des suspects tout le temps. Où justement l'état de droit n'était pas respecté, monsieur. Je suis devenue magistrat parce que j'ai dit je combattrai ça. Je combattrai les déterminismes, je combattrai les préjugés et je combattrai ce que vous venez de faire. Je ne suis mise en cause nulle part ailleurs. Monsieur, je n'ai jamais été condamnée, je n'ai jamais été mise en cause. Évidemment, je suis suspectée tout le temps, quoi que je fasse. Je fréquente quelqu'un, ça va pas. Je suis avec quelqu'un, ça va pas. Monsieur, ma vie, je vous dis, j'ai fréquenté tout type de personnes. Vous savez ce que sont mes amis d'enfance? Des prostituées, des narcotrafiquants. Quand j'étais garde des Sceaux, j'avais des amis d'enfance qui étaient évidemment incarcérés pour assassinat et qui m'écrivaient à la chancellerie. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir, monsieur. Alors arrêtez avec cette société du soupçon. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est vous êtes complice de ça. Mais c'est pas une question, je suis navré, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas une question. Est-ce que quelqu'un a une vraie question? Sinon, c'est pas la peine. Alors, Madame Dati, nous avons une grande tradition lors de ces rendez-vous. Nous ne nous quittons pas sans nous dire au revoir d'une manière assez particulière. Nous faisons un récap qui n'est, comment dire, à nul autre pareil, puisqu'il y a à la Climate House un Chief of Panache Officer. Et il est ici pour à la fois vous remercier d'être venu, faire le récapitulatif de ce qui s'est dit. Voici Rémi Samo. Ce soir, c'était la dernière séance et le rideau sur les grands est tombé. Les grandes et les grands candidats, les têtes d'affiche pour ce film à suspense. Paris est une fête de liste. Climate House et municipal, c'est venir débattre et aussi abattre sa green card. Ici, dans ce petit théâtre de l'économie, des transitionneurs pour l'urgence planétaire. À l'agenda démocratique qui s'accélère à moins de 15 jours du premier tour, nous recevions Madame Dati, tête de liste, Changer Paris, 25 ans après Monsieur Tibéri et l'évolution rose et verte, et que Paris est passé lame à gauche. Magistrate de formation, vous visez la première magistrature de fonction à la mairie de Paris. Les deux grands enjeux écologiques, inondations et risques caniculaires, adaptés pour atténuer. Trop de minéralité à République, planter des arbres en pleine terre, République arboricole, pour le long terme volontaire. Viser la neutralité carbone. À tout moment, c'est pas dur sur une mandature.
Les accords de Paris, c'est un chantier du siècle, 1% pour l'époque, c'est une urgence d'époque. Privatiser la collecte des déchets, esprit d'entreprise par ricochet ou ruissellement pour les risques d'inondation. Création de fonds de dotation fontaines et îlots de fraîcheur. Chantier du siècle, mythique rénovation thermique du parc social et privatisation. Un projet de Paris apaisé. Priorité piéton. Paris est tout petit pour ceux qui marchent comme nous. Dépistage cyclable pour plus de fluidité. Il faut que l'on respire. Ville inclusive, pas assez de mixité, APHP, la santé mentale, palsade de shoot, mais prévention. Ok. Discernement protecteur, mineur, pas mineur, majorité en risque. Politique municipale, mesures pour les gens à la rue, campement, baraquement, Afghans et Soudanais. On les place en Île-de-France, mais c'est un honneur de la ville de protéger les femmes dans une société de suspicion. Votre signe noir, le risque terroriste. La bombe climatique existe également. Il faut en traiter les causes plus que les conséquences. À la CH, nous croyons à la force du collectif, cette secrète sauce, l'union des citoyens qui va décider dans l'union des urnes voix par voix qui prendra cette place de choix. La direction de la capitale, après les 2 tours, les alliances en or-jaune, les manuels de soutien. Tout désormais fait rhizome. Des échanges sous-marins pour le printemps qui vient. Au cœur du pouvoir français centralisé, strapontin national pour Chirac-Jacot et Gros-Gadin fatal pour Hidalgo. Comme Motis et Adèle, et l'amoureux des mots que je suis, Renaud chantait qu'il était amoureux de Paname, du béton et du macadam. Ici, nous souhaitons un Paris en campagne, mais bucolique, verdoyant, floral et social, moins stratégico-électoral. Patachou chantait que Paris était une blonde. Si elle devient brune, madame, qu'elle reste encore la reine du monde. D'un monde qui change, qui fronde, joyeux comme une ronde. Et comme le chantait Carlos, big bisous et bon vote.